Voilà, les Russes, hein, qui, on l'a vu, hein, depuis le début de ce conflit, n'hésitent plus à menacer régulièrement et ouvertement les Occidentaux, y compris sur des terrains lointains comme l'espace. Moscou a effectivement déclaré ce week-end que les sanctions contre la Russie pourraient entraîner la chute de l'ISS, la Station spatiale internationale. On en parle avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Déjà, est-ce qu'il faut prendre la menace au sérieux? Alors pour bien comprendre le sens de cette menace, il faut comprendre comment fonctionne la station Mm. spatiale. La station spatiale, elle orbite autour de la Terre et puis très régulièrement, il faut corriger cette orbite pour éviter que la station spatiale tombe. C'est une opération qui se fait en moyenne 11 fois par an, parfois pour éviter simplement un débris spatial qui mettrait en danger l'intégrité de la station. Et cette opération de réorbitage, il n'y a pour l'instant que les Russes qui sont capables de le faire. Et pour cela, il faut évidemment ravitailler la station régulièrement, mais le lanceur qui sert à ravitailler cette station est aujourd'hui sous sanctions européennes, japonaises, canadiennes et américaines, c'est-à-dire toutes les autres parties prenantes de la station spatiale. Donc effectivement, si les Russes arrêtent de réorbiter la station, effectivement, la station va tomber. Mais c'est une arme à double tranchant puisque lorsqu'une partie prenante quitte un programme comme celui-là, eh bien les autres apprennent à faire sans lui. Il est immédiatement remplacé. Il est immédiatement remplacé. La nature a horreur du vide. On sait que les Américains travaillent déjà à une solution de remplacement depuis quelques jours, depuis quelques semaines, et que effectivement le risque pour les Russes, c'est d'être évincés du programme de la station spatiale, ce qui pour leur image serait quelque chose d'assez dramatique puisque cela fait plus de 50 ans qu'il y a soit un soviétique, soit un russe sans discontinuer dans l'espace avec les différentes stations, puis maintenant la station spatiale internationale. Ce qu'on sait en revanche de la vie à bord, c'est que pour l'instant, officiellement, l'ambiance est bonne, même si les cosmonautes russes ont reçu l'ordre de ne pas travailler aux expériences scientifiques avec l'astronaute allemand, l'astronaute européen Matthias Maurer. On se dit aussi que tant qu'il y a 2 astronautes russes à bord, les Russes ne vont évidemment pas laisser tomber la station. Mais voilà, en revanche, par contre, ce qui est assez amusant, c'est que parmi les 2 cosmonautes russes, qui sont tous les deux nés à l'époque de l'Union soviétique, il y en a un qui est né en Russie, un qui est né en Ukraine. On ose imaginer les discussions politiques Voilà. à bord du module russe. Pour illustrer la complexité aussi de ce conflit, en quoi les programmes spatiaux, c'est vrai qu'on n'a pas eu tendance à s'interroger tout de suite là-dessus, c'est une autre réalité, sont-ils impactés par et la guerre et les sanctions? Le spatial est une industrie qui est interconnectée, c'est-à-dire que toutes les agences travaillent ensemble, hormis les Chinois qui ne travaillent pas avec les Américains, par exemple. Mais tout le monde travaille avec l'agence spatiale russe. À titre d'exemple, il y a les nouveaux satellites Galileo qui devaient partir un système de radionavigation européen qui sont cloués au sol à Kourou, puisque les Russes ne lancent plus depuis Kourou. Il y a 36 satellites OneWeb britanniques qui sont, eux, sous-scellés à Baïkonour au Kazakhstan, pareil, parce que les Russes ne veulent pas les lancer, faute de garantie du gouvernement britannique que ces satellites de communication ne seront pas utilisés à des fins militaires. Il y a le programme le plus emblématique de l'Agence spatiale européenne, le rover ExoMars, censé partir lui aussi par une fusée Soyouz le 20 septembre, et son avenir est hautement compromis. Il y a maintenant plusieurs solutions. On parle quand même d'un programme à 2 milliards de dollars, une fenêtre qui s'ouvre tous les 2 ans. Donc soit les Européens cherchent une solution de repli urgente avec les risques que cela comporte, soit on abandonne complètement le programme, soit on le maintient en vie encore jusqu'à la prochaine fenêtre de lancement, c'est-à-dire dans 2 ans, sachant qu'il y a beaucoup de pièces qui vont devenir obsolètes, donc ça va aussi rajouter beaucoup de coûts. On aura une réponse pour ce programme-là d'ici la fin de la semaine. Et puis, il faut savoir que l'Ukraine est une puissance spatiale aussi. À l'époque de la chute de l'Union soviétique, on avait tout fait pour occuper les ingénieurs russes, soviétiques, et maintenir dans les anciennes républiques un programme spatial. La spécialité de l'Ukraine, c'est la fabrication de moteurs. Il fabrique des étages de fusées pour le lanceur léger européen, qui va donc lui aussi bientôt être à court de pièces. Il fabrique également des moteurs pour des fusées américaines. Il fabrique des étages entiers pour d'autres fusées, elles aussi américaines, les fusées Atlas V, qui sont très utilisées depuis les États-Unis. Et donc, tout ça mis bout à bout font bien que toute l'industrie spatiale risque de connaître un énorme coup d'arrêt, ne serait-ce que mécanique, quelque part, de par cette guerre-là et les sanctions qui en découlent. Merci beaucoup Sylvain pour l'éclairage, hein, sur ce point bien précis avant de refermer